Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un lundi de débrief et nous sommes encore ravis d'être des vôtres en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 25 novembre et cette journée marque la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'occasion pour nous, Canal 2 International, de réitérer nos encouragements, de donner la force à ces femmes qui sont victimes de violences, pas seulement de violences physiques, mais également de violences verbales, de violences psychologiques. On n'oublie pas également, puisqu'on entre dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, on n'oublie pas ces hommes qui sont également victimes de violences. Ils ont peut-être un peu de mal à en parler, ils font peut-être de l'autruche, mais cela ne change rien à leur situation. Ils sont également victimes des fois de violences. Alors n'hésitez pas à dénoncer. Nous saluons donc toutes les associations de la société civile, également tous les activistes qui militent en faveur de l'élimination de ce type de violence. On ne le dira jamais assez, le dialogue, la communication reste la clé. Et pour l'édition du débrief de ce lundi 25, on va coller à l'actualité, une actualité qui se joue les prolongations, en tout cas au Parlement et même sur les plateformes digitales. Il s'agit de la loi portant réforme fiscale qui a été introduite à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a de nouveaux rebondissements. Bien sûr, la classe politique qui continue de réagir et de montrer son mécontentement face à cette loi, notamment dans ses aspects de taxes dites de développement local qui devraient être payées si jamais la loi est adoptée, mais également les syndicats des enseignants qui ont écrit au président de l'Assemblée nationale pour manifester leur opposition au passage de ce projet de loi. Il s'agit bien sûr du syndicat des enseignants du Cameroun, en abrégé SYNECAM, mais également du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents. Alors, au cours de cette édition, pendant un peu plus de 50 minutes, on devrait pouvoir comprendre ce qui fâche les enseignants, pourquoi ce tableau noir, mais également comprendre les enjeux du projet de loi pour le système éducatif camerounais. Pour en parler, un panel composé de 3 protagonistes. On va commencer par l'un des signataires de cette correspondance adressée au très honorable Kavayegué Djibril. Il s'appelle Charles René Koum. Il est le président du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents. Bonsoir et bienvenue, Charles. Bonsoir Janice, merci de nous avoir conviés. Je croyais que j'étais sanctionné d'antenne à Canal 2 à cause de mon radicalisme syndical. Mais bon, je suis de nouveau sur les antennes de Canal 2, c'est bien. Je suis bel et bien Charles René Koum, enseignant syndicaliste. Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs de Canal 2 ainsi que mes copanélistes. Mais avant tout, je voudrais lever une sorte d'équivoque. Je suis à la base enseignant d'école primaire, c'est-à-dire instituteur, mais aujourd'hui je suis professeur adjoint des écoles normales d'instituteurs. Donc, la question pertinente et opportuniste que vous vous poseriez ou que les téléspectateurs se poseraient, c'est celle de savoir pourquoi un professeur des ENIEJ est à la tête d'un syndicat des instituteurs contractuels. Eh bien, pour lever rapidement cet équivoque, c'est que j'ai été président de ce syndicat pendant près de 10 ans et j'ai cédé ma place à mon successeur, à quelqu'un d'autre qui était effectivement contractuel le 7 juillet 2022. Mais tout au long de son mandat, ça s'est caractérisé par un désordre terrible et les anciens ou alors les membres de son bureau qu'il a dissous de manière unilatérale. Il a exclu certains membres de son bureau qui sont même allés créer un autre syndicat. Donc, ils sont revenus vers moi. Ils m'ont dit, Président, le syndicat que vous avez laissé est en train de sombrer. Il faut que vous reveniez remettre les choses au clair. Donc, je suis là
comme une sorte, à la tête d'une sorte de comité de normalisation pour essayer de remettre les choses au clair avant de repartir. Parce que c'est un syndicat qui a apporté beaucoup de choses aux enseignants. Nous ne pouvons pas accepter qu'il soit... laisser mourir. Voilà, qu'il meure comme ça, là, à cause de la malgouvernance de son leader actuel, du leader à qui j'avais laissé la charge de mener les actions du syndicat. Donc, je suis là pour une période transitoire avant de laisser les choses parce qu'effectivement... Une période transitoire définie au préalable? Oui, elle est définie. Elle sera définie par rapport à la durée de la crise à régler. Parce qu'il y a une crise au sein du syndicat qu'il faut gérer rapidement. Et une fois que la crise sera gérée, nous allons remettre les choses au clair et le syndicat va retrouver ses lettres de noblesse. Parce que, comme je le disais, c'est le plus grand syndicat de l'éducation de base. En termes de nombre en termes de nombre de membres et en termes de victoires remportées. En tout cas, on espère qu'un syndicat en crise pourra effectivement porter le combat que vous avez entamé à travers cette correspondance. Face à vous, on présente Arissou, autant pour moi, pas Idrissou. Vous êtes là en remplacement de Michel Dikoumé qui a été empêché à la dernière minute et qui a pu trouver quelqu'un pour pouvoir porter les éléments du langage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notant que vous êtes un acteur politique. Bonsoir. Et bonsoir Madame Génisse, bonsoir à Monsieur le Président, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. C'est pour moi un honneur, je peux dire un privilège, de porter la voix officielle du RDPC dans ce plateau. Et j'ai saisi de cette tribune pour féliciter votre PDG, vraiment pour la qualité du plateau. Vraiment, c'est du haut niveau. On dit généralement, on n'a rien à envier de l'autre côté, du côté de l'Europe. Vraiment, quand c'est bon, il faut féliciter. Et j'ai saisi de cette tribune pour adresser un bonsoir particulier à cet homme particulier. Et j'ai nommé ici son Excellence, M. Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun, en même temps président national de notre parti, qui est notre candidat statutaire à l'élection présidentielle de 2025 l'année prochaine. Merci Arissou pour ce propos introductif. Nous sommes encore dans l'attente du troisième invité. Il s'agit de Serge Aimé Bikoy, journaliste politique mais également sociologue du développement. Il doit être pris dans quelques embouteillages. La circulation étant très dense à cette heure de la journée. Mais cela n'empêche pas que, en transition, nous passions au vif du sujet. Je commence par vous, Charles-René Koum. Vous avez introduit une correspondance signée à la fois du SYNECAM et du SNICOMP, notamment les sigles du syndicat des enseignants du Cameroun et du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents, pour attirer l'attention du président de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi qui est sur la table des députés. Dans cette correspondance, vous y mettiez les motifs pour lesquels vous dites un non, peut-être pas radical, mais contre ce projet de loi-là. Qu'est-ce qui fâche les enseignants dans ce projet de loi portant fiscalité locale? Effectivement, le projet 2064 qui a été proposé à l'Assemblée nationale pour adoption n'est pas dans sa totalité mauvais. Mais nous avons un certain nombre d'articles dans ce projet qui sont, de notre point de vue, complètement réducteurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent comme ça à trouver une sorte, à installer une sorte de baisse salariale. Parce que vous savez, il y a eu 2 hausses salariales, le gouvernement a procédé à 2 hausses salariales dernièrement, en 2 ans, je crois, en 2 ou 3 ans. Il y a eu une hausse en 2022 et une autre en 2023, une hausse de 5% dans le salaire de base des fonctionnaires. Alors, on ne saurait donner d'une main et reprendre de l'autre parce que l'augmentation des taxes dans le salaire des agents de l'État et fonctionnaires est une sorte de baisse salariale. Parce que plus les taxes augmentent, plus ce que les fonctionnaires et agents de l'État partent prendre à la fin du mois au niveau des guichets et autres
devient beaucoup plus rabaissé. Donc nous nous sommes dit, l'éducation, selon la loi d'orientation de 90, est une grande priorité de l'État. Et l'État doit l'assurer. C'est vrai, il y a les partenaires privés qui aident également l'État dans ce processus-là. Mais l'État est prioritairement celui-là qui est garant de la qualité de l'éducation dans un pays. Et la question fondamentale qu'on se poserait aujourd'hui, c'est celle de savoir quels sont les produits que nous formons. Que deviennent nos étudiants, que deviennent nos élèves à Mais la parlons fin du de la processus. loi, Voilà. Charles. Quels sont les aspects de la loi précisément? Vous parliez de certains articles qui vous posent problème. Bien évidemment, c'est la fiscalité locale qui intègre la taxation, la taxe sur le développement local. On vous taxe déjà l'éclairage public, les routes qu'on construit et autres. Et on vous prélève cela directement dans les salaires. On a eu des fourchettes allant de 6 000 francs à près de 30 000 francs prélevés au niveau des salaires de base des fonctionnaires et agents de l'État. Donc nous avons décrié cela parce que de toutes les façons, c'est une baisse salariale. On a baissé les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. On va baisser les salaires des fonctionnaires et agents de l'État en adoptant cette loi-là. C'est pour ça que nous nous sommes insurgés, nous sommes offusqués de cette loi qui je suis sûr, avec un sursaut de patriotisme et d'orgueil, les députés de notre ami Arissou, pourront, puisqu'ils sont majoritaires à 90% à l'Assemblée nationale. Justement. Voilà. Nous espérons qu'ils auront un sursaut de patriotisme pour essayer de soulager les peines des fonctionnaires et agents de l'État qui déjà n'ont pas les salaires les plus enviables qu'on puisse avoir. Donc, cette taxe-là qui réduit les salaires des agents et des agents de l'État et fonctionnaires pose un véritable problème pour nous les enseignants. Parce que vous avez l'enseignant devrait être celui-là voilà, qui est le modèle dans la société, qui devrait être le modèle, qui devrait être celui-là qui apporte, celui qui forme la société dans sa globalité. C'est l'architecte de la société dans sa globalité. Et il ne saurait être confronté à la clochardisation que nous observons aujourd'hui. Il ne saurait être confronté à la pauvreté. Oui. Donc l'appauvrissement de l'enseignant ne devrait pas être promu par nos gouvernants, par notre État, parce que cette clochardisation pousse forcément les enseignants à ne plus faire le travail pour lequel ils sont formés et à ne plus donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça que nous sommes offusqués. Le fait de nous offusquer ne voudrait pas dire que nous venons défendre nos salaires. Non. Nous venons défendre plutôt le système éducatif qui est en totale décrépitude aujourd'hui. Merci. Je reviens à vous dans quelques instants. Charles Arissou, en principe, ce projet de loi-là devrait passer. Le RDPC ayant la majorité obèse au Parlement. Est-ce que dans un contexte où on a tout le temps servi aux Camerounais un discours de résilience, pour le cas des enseignants particulièrement, on sort d'une crise, d'une période de crise prolongée avec le mouvement On a trop supporté. Est-ce qu'on ne tire pas un peu trop sur la corde? Oui, Madame Génis, on ne tire pas sur la corde. Vous-même, vous avez déjà la réponse à votre question. Et il faut noter que le projet de loi portant fiscalité locale vient s'inscrire dans quel contexte? Dans le contexte où il a été élaboré en droite ligne de l'objectif en ce qui concerne l'accélération de la décentralisation et qui porte à cœur au chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya, le contexte où, suite à des résolutions du grand dialogue national qui a été tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019, ça fait partie des recommandations du grand dialogue national. À savoir? Il faut, en ce qui concerne l'accélération du processus, la mise en place du processus de la décentralisation. Et pour que la décentralisation soit effective, il faudrait que maintenant, on accompagne les CTD avec quoi? Avec le financement. Et il faut aussi noter que
Et il s'agit, le ministère des Finances et le ministère en charge de la décentralisation se sont réunis pour mettre sur pied un comité en ce qui concerne la réflexion pour voir comment ils peuvent accompagner le CTD. Sous haute instruction du Premier ministre chef du gouvernement, il y a eu des assises avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, avec la GIZ, avec le secteur privé, les syndicalistes. Je ne sais pas pourquoi. Visiblement, ils n'ont pas été associés. Dommage, parce que lui-même, il dit qu'ils sont en crise. Donc, peut-être parce qu'ils sont en crise, ce qui est sûr, il y a les syndicats qui ont participé. Donc, à la suite de cette rencontre, il y a eu maintenant des descentes sur le terrain et sont même d'aller plus haut. Et lors de l'Assemblée générale des communes, qui a été tenue en 2019, ça fait pas de les recommandations en ce qui concerne la décentralisation. Comment on peut parler de la décentralisation si on n'a pas de moyens? Maintenant, comment l'État doit donc faire pour accompagner le CTD en ce qui concerne le développement local? D'où donc aujourd'hui le projet de loi portant sur la fiscalité, c'est pas un moyen de se débiner du paiement des 15% qui sont censés refiler aux collectivités? Je suis d'accord, madame. Maintenant, nous tous, on a soif de la décentralisation. Tout le monde, on a besoin de la décentralisation. Maintenant, pour que cette décentralisation soit effective, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut des moyens. L'État trouve dans le moyen où, quand on parle de budget, bon, le budget, c'est l'argent n'est pas déposé quelque part pour dire qu'on réalise les travaux. Il nous faut maintenant les taxes. Et dans chaque fois, s'il y a des réformes, c'est normal, quand il y a des réformes, il y a certaines personnes qui tirent de gauche à droite pour dire que nous ne sommes pas d'accord, ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas évoluer tant qu'on ne met pas en place les réformes. Et ensuite de cela, il faut aussi noter que ce projet de loi vient s'inscrire en ce qui concerne la stratégie nationale de développement 2030 qui stipule en son alinéa 4 qui met en place l'accélération de la décentralisation. Comment peut-on accélérer la décentralisation si on n'a pas de financement? Aujourd'hui, il faut donc donner le pouvoir en ce qui concerne les CTD, les maires, les conseils régionaux, et ainsi de suite. Vous allez voir dans certaines communes qui n'ont pas de marché, comment ils peuvent donc faire pour financer le projet. Est-ce qu'il faut le faire au péril des vies des Camerounais dans un contexte déjà tendu? Non, madame, ce n'est pas au péril des Camerounais. Quand vous essayez de parcourir de manière globale ce projet de loi, il y a plusieurs rubriques. Et maintenant, donc, c'est en cours à l'Assemblée nationale, bientôt au Sénat, et le chef de l'État va donner son OK. Bon, s'il savait qu'aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, l'Assemblée nationale peut donc voter le projet de loi, le Sénat peut aussi voter le projet de loi, mais le chef de l'État, son excellence, M. Paul Biya, le dernier mot en ce qui concerne la promulgation de ces lois. Maintenant, s'il savait que ce projet de loi dérange, le chef d'État peut ne pas prolonger. On a vu avec la loi sur les taxes sur le téléphone portable, l'Assemblée nationale a prolongé, le Sénat, l'Assemblée nationale a adopté, le Sénat a aussi voté la loi. Maintenant, quand c'est arrivé au président de la République, il n'a pas donné son OK. Donc, c'est pour vous dire que le gouvernement est au courant de la situation, mais... Étant l'oreille aux différentes... Effectivement, mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on essaye de tirer pour dire que non, l'État est en train d'asphyxier les anciens, l'État est en train de faire ceci. Or, quand on donne le pouvoir au CTD, les CTD ont pour rôle de développer l'éducation dans les localités. Par exemple, un maire est en charge de développer les écoles primaires qui sont aux alentours, où il est en charge. Maintenant, s'il ne parvient pas à avoir le moyen pour payer, par exemple, les anciens, pour entretenir, pour doter les établissements, comment donc le maire va donc faire pour s'en sortir? Là, il lui faut maintenant ces moyens. Et ce projet de loi vient donc à point nommé. Et nous encourageons aussi ceux qui ont initié ce projet. Et je suis certain que d'ici l'année prochaine, d'ici peu de temps, dès qu'on va adopter, on aura un débat avec monsieur le président qui gère un syndicat qui a un petit problème. Bon, espérons que vraiment l'année prochaine, il va mieux comprendre ce projet de loi. C'est de son rôle de saisir le président de l'Assemblée nationale, mais on va étudier en fond. Mais ce qui est sûr, le projet est en cours. Le projet est en cours et il est en étude en ce moment au Parlement. Le temps pour nous d'accueillir sur ce plateau Serge Aimé Bikoy qui nous a finalement rejoint. Serge Aimé, journaliste politique, qui fait partie de ceux qui ont tout de suite donné la parole, donné la plateforme d'expression à ces enseignants-là qui avaient besoin de s'exprimer également. Il est sociologue et il devrait pouvoir interpréter ce phénomène de rejet quasiment qui se présente dans la société. En ce moment, on a la classe politique qui continue de réagir. Les réactions s'enchaînent, hein. Il faut le dire. À côté, on a les enseignants qui crient famine systématiquement. Est-ce que ce projet de loi portant fiscalité locale, de votre lecture à vous, n'accentue pas le fossé entre les pauvres et les riches?
Merci bien, bonsoir. J'ai dit salut à tous mes deux copanélistes, Arissou et Charles René Kourou. La question que vous posez est fondamentale parce qu'en réalité, lorsqu'on jette un regard panoramique, notamment sur ce projet de loi portant réforme de la fiscalité locale, vous constaterez qu'il y a justement cette fracture sociale qui règne entre deux classes, la classe des aisés et la classe des pauvres. Lorsque aujourd'hui on met davantage l'accent sur l'augmentation de l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées, notamment dans ce projet de loi, en élargissant bien entendu l'assiette fiscale. Mais lorsqu'on jette un regard parallèlement sur la condition d'un ensemble de catégories sociales, notamment des enseignants qui sont aujourd'hui meurtris par un ensemble de conditions précaires, ça pose un problème de fond. Parce qu'en réalité, analysons de façon critique ce projet de loi, vous constaterez qu'il y a la taxe sur le développement local qui fâche. Justement, c'est ça qui est le nœud du problème dans la correspondance que les leaders syndicaux du monde de l'éducation ont adressé, notamment au président de l'Assemblée nationale, de même qu'au président du Sénat, en date du 22 novembre dernier. Parce qu'en réalité, on se rend davantage compte que les salaires des enseignants qui sont aujourd'hui des salaires bas, parce que souvenez-vous, il y a eu la baisse des salaires à 2 reprises des enseignants, notamment des agents de l'État et des fonctionnaires depuis la décennie 90, lorsqu'il y avait justement cette crise qui a frappé de plein fouet le Cameroun. Il y a aussi eu des augmentations. Oui, des augmentations, mais à quelle hauteur? Parce que lorsqu'on essaie un peu de faire de la comparaison entre les salaires qui étaient durement perçus, notamment au début des années 90, et ceux qui sont perçus à l'heure actuelle, jusqu'en 2024, il y a une fracture qui est considérable. Est-ce que ce n'est pas voir le verre à moitié vide? La loi a aussi des avantages. La loi a des avantages, on n'en disconvient pas. Le projet de loi. Oui, le projet de loi, puisque rien n'est encore adopté, il faut davantage relever que lorsque l'on jette un regard notamment sur la taxe sur la prélevée sur le salaire des fonctionnaires et des agents de l'État, c'est ce problème-là qui constitue le nœud justement de la correspondance de ces syndicalistes, au point où on se rend davantage compte que lorsqu'on regarde la grille salariale, à partir de 75 000 à 100 000, constaterait qu'on va ponctionner notamment la somme de 6 000 francs CFA chaque année. Ceux qui ont par exemple entre 300 et 500 000 francs CFA, on va retirer 27 000 francs CFA. Ça, ce ne sont que les deux exemples que je prends pour montrer que de 115 à 100 000, de 150 000, 200 000, 300 000, on va retirer quelque chose. Oui. Et c'est cette taxe-là qui est la taxe de développement local. On parle notamment des charges et des prestations qui sont dues justement aux différentes contraintes. On parle de l'éclairage public, de l'assainissement et de l'enlèvement des ordures, entre autres. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, que cette taxe de développement local pèse davantage sur des catégories qui sont aujourd'hui meurtries. Parce que n'oubliez pas, les enseignants ont exprimé leur ras-le-bol depuis des années. Souvenez-vous qu'il y avait le mouvement Trop c'est trop, il y avait le mouvement... Il n'y a pas que les enseignants. Pourquoi particulièrement, on a envie de dire ça, élever la voix alors qu'il y a d'autres catégories sociales qui auraient pu se plaindre aussi? Justement, c'est parce que ce sont les enseignants qui montent toujours au créneau. Vous savez bien que entre 2022 et 2024, il y a eu des mouvements de colère des enseignants qui ont été justement exprimés et qui ont fait fléchir justement l'État du Cameroun. Parce que lorsque vous avez trois mouvements tels qu'on a trop supporté, OTS, on a trop attendu, OTA, trop c'est trop, TCT, et aujourd'hui, vous savez, il y a justement une grève qui est en sourdine parce que si aujourd'hui on ne recette pas véritablement ces différentes exigences qui sont posées par les enseignants, ça va toujours continuer à poser des revendications de fond. On ne va pas dessiner le diable sur le mur. Hein, on ne fait que réfléchir à toutes les conjectures. Oui, je reviens à vous. Charles René, qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui la légitimité pour porter la voix des enseignants? On voit bien que la correspondance est assumée et portée par deux syndicats, alors qu'il en existe une panoplie dans l'environnement camerounais. Est-ce que ces deux syndicats-là sont suffisamment significatifs pour porter la voix du corps enseignant dans sa globalité? Est-ce que ce n'est pas une initiative isolée? Oui, très belle question. Le Cinécam et le Cinécom sont, de mon point de vue, ou alors du point de vue des observateurs comme Serge Aimé Bikoy qui nous suivent au quotidien, sont les syndicats les plus représentatifs du Minéduc. Je vous le disais tout à l'heure en termes de nombre de membres. Combien de membres? Nous sommes à plus de 25 000 membres ayant des cartes
c'est-à-dire ayant la carte de membre du syndicat. Et le Synecam est un syndicat frère qui vient d'être créé il y a de cela, je crois, 1 an, et qui est aussi en train de monter en termes de nombre de membres. Donc, quand je disais tout à l'heure, le SNICOM est le syndicat, l'un des syndicats les plus représentatifs du Mineduc, ce n'est pas seulement en termes de nombre de membres à mobiliser, mais aussi en termes de victoires qui ont été engrangées pour les enseignants durant presque une décennie. Donc, nous nous sommes battus. Je ne vais pas revenir sur les victoires remportées. Est-ce que vous avez quand même fait la démarche de discuter avec les autres? Oui, j'en viens. C'est-à-dire que le problème que nous posons, nous sommes dans une plateforme avec les autres syndicats. La question a été posée dans la plateforme, mais les syndicats, vous savez, la plupart des syndicats, que ce soit les enseignements secondaires ou le Mineduc, sont portés par des leaders retraités. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est généralement des retraités qui sont encore à la tête de ces syndicats-là. Donc, ils ne vivent pas de manière directe les problèmes que nous rencontrons, nous qui sommes encore en activité. Donc, ce qui fait que lorsque le problème a été posé, ils sont restés réticents. Donc, nous avons pris le taureau par les cornes et je vous rassure qu'il y a beaucoup de leaders qui nous ont dit, parce que nous sommes les plus concernés par cette chose. Il faut prendre le taureau par les cornes et nous l'avons fait. Mais après notre correspondance, il y a beaucoup de leaders qui se sont rapprochés de nous, qui nous ont dit mais il fallait nous mettre au courant. Nous-mêmes, on aurait signé cette... Lesquels, par exemple? Il y a le Saint-Esprit. Voilà, je parle à la télé. Là, il y a le Saint-Esprit qui s'est rapproché de nous. Je ne vais pas citer tout le monde, mais beaucoup se sont rapprochés de nous. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, on espère que ce n'est pas la Trinité, le Père, le Fils. Syndicat des travailleurs du secteur privé du Cameroun. Son leader est M. Yomo, qui est à Douala. Il s'est rapproché de nous, il nous a dit, j'aurais signé la correspondance si vous m'aviez contacté. Mais nous avons fait cette action parce que nous disions que nous sommes les plus impactés par ce projet. Et je voudrais revenir à ce que mon ami Arissou disait tout à l'heure, parlant de cette taxe-là, que le gouvernement s'est assis pour réfléchir sur les possibilités de financement des collectivités territoriales décentralisées. Mais ce qu'on remarque, c'est que le gouvernement cherche toujours... pourquoi le gouvernement cherche toujours des solutions qui envisagent l'appauvrissement des classes sociales les plus défavorisées? Nous avons souvent parlé du train de vie de l'État qui doit baisser. Nous avons parlé de la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements des deniers. Les gens détournent au Cameroun en termes de, pas de millions, mais de milliards. Vous comprenez cela? Comment est-ce qu'on peut détourner en termes de milliards? Et aujourd'hui, on vient essayer de récupérer des taxes sur les pauvres, sur les classes sociales défavorisées. Arissou, la question qu'il soulève est pertinente. Et s'il vous plaît, Diane, je voudrais aller, je vous coupe pas, mon frère. Tout à l'heure, il a fait un biais là. Il a dit la taxe sur le téléphone. Le président n'avait pas donné son OK après l'adoption par l'Assemblée nationale. Ce qui est une incongruité quand on sait que les trois pouvoirs devraient être normalement indépendants. Comment est-ce que c'est le président qui refuse? Voilà. Donc nous souhaitons qu'au cas où cette taxe-là est adoptée et que les députés n'ont pas fait un sursaut de patriotisme et l'ont adoptée malgré les récriminations des enseignants, que le président de la République refasse ce qu'il avait fait avec la taxe sur le téléphone. Arissou, il a posé une question pertinente. Pourquoi toujours faire ployer les pauvres sous le poids des taxes alors qu'il y a beaucoup d'autres niches qui pourraient constituer une source sûre de fonds pour les CTD? Et merci, madame. J'ai suivi le président du syndicat et j'ai aussi pris note. Oui. Et je vais commencer à répondre à ces questions pour lui dire que les députés qui sont à l'Assemblée nationale représentent le peuple. Il faut qu'il mette ça dans sa tête. Ils représentent le peuple. Donc ça veut dire qu'une fois que le projet de loi arrive, ils vont examiner à fond. S'il y a des remarques, s'il y a des suggestions, les députés vont le faire.
Et je vous ai dit qu'après avoir fini, dès qu'ils finissent avec l'Assemblée nationale, ils vont aller du côté du Sénat, ainsi de suite. C'est une procédure. Et maintenant, donc, dès que le projet de loi arrive, si maintenant il y a un problème sur ce projet de loi, mais c'est le chef de l'État qui est le président, qui est le garant. S'il y a quelque chose, on se réfère au président de la République. Ça, vous l'avez dit. Je suis en train de dire que maintenant, il a parlé de la corruption. On sait maintenant aujourd'hui, il y a plusieurs entités qui luttent contre la corruption. On ne va pas revenir dessus. On ne fait pas un débat. On ne va pas faire un débat sur la corruption aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire qu'il y a des choses, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, il y a des entités qui luttent contre la corruption. Maintenant, donc, en ce qui concerne le projet de loi sur la fiscalité locale, je vous ai dit ici que nous sommes allés de la décentralisation. Nous sommes assoiffés de la décentralisation. Vous allez voir par exemple un mec qui est dans un village, qui n'a même pas un marché pour collecter les taxes. Comment il doit donc faire pour réaliser ces projets? C'est d'accord. Après maintenant, c'est la population qui va dire, par exemple, tel maire, il n'a pas un bon bilan. On l'a compris. Qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, donc, il faut aussi voir le côté positif du projet de loi. Il ne faut pas dire que seulement on va emprunter sur la salaire des anciens, ainsi de suite. Quand vous essayez de voir de manière générale, on veut donner de manière générale le pouvoir au CTD. Comment leur donner le pouvoir lorsque c'est l'État qui va prélever les taxes? Pourquoi n'avoir pas mis sur pied, par exemple, un mécanisme qui ferait en sorte que ce soit les maires ou les conseillers régionaux eux-mêmes qui rentrent en possession de cet argent? On a vu avec les 15% qui sont censés revenir à ces maires-là, le sort qu'ils subissent. Est-ce qu'on ne va pas prendre les mêmes et recommencer? C'est le même schéma qui est en train de se reproduire. Lorsque vous faites affaire avec quelqu'un et qu'il n'est pas solvable, vous n'allez pas refaire affaire avec la personne. Non, madame. Pourquoi n'avoir pas mis sur pied un mécanisme, par exemple, qui aurait permis aux maires de rentrer directement en possession de ces centimes-là? Madame, il faut bien... Ça, la loi le projet de loi ne le prévoit pas. Il faut bien lire ce projet de loi. J'ai pris un peu de temps de bien le parcourir. Oui. Vous allez voir, il y a des points saillants et je félicite aussi la Direction générale des impôts qui a sorti des rubriques qui expliquent aux citoyens camerounais jusqu'à 15 points. Et le point fort de ce projet de loi en ce qui concerne la fiscalité locale. Et maintenant, il faut noter que maintenant, au niveau des CTD, les CTD auront donc le pouvoir de recevoir dans ce fonds pour réaliser le projet du côté de on ne dit pas dans quel délai, on ne dit pas à quel Non, maintenant, c'est un projet de loi. Maintenant, il y aura donc maintenant un décret d'application. Quand maintenant, on crée un projet de loi, après maintenant, il y aura un décret d'application, bien une décision, un arrêté qui va donc définir de manière globale. Par exemple, si on prend par exemple la taxe sur la propriété foncière qui est désormais assise sur la base fixe selon les zones par un texte particulier. Donc, ça veut dire que maintenant, en ce qui concerne les taxes foncières, donc on va sortir un texte qui va donc réglementer dans chaque zone. Par exemple, pour celui qui est dans la région du centre, il ne va pas payer la même taxe que celui qui est dans l'extrême nord, dans la région du nord, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que ce projet de loi est donc venu suite à des sollicitations du grand dialogue national, les assises des maires, des secteurs publics et privés, ainsi de suite, les acteurs de la société civile. Ils ont apporté le conduit pour dire que, attends, si nous, on veut accélérer la décentralisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le moyen. Comment fait-on pour trouver ce moyen? Il faut qu'on se dise maintenant sur les taxes. Et c'est normal, madame, dans chaque pays, quand il y a des réformes, il y a certains qui se lèvent pour dire que non. Oui, il y a certains qui n'aiment pas les réformes. Or, nous avons un objectif. On a fixé l'objectif de l'horizon 2035. Maintenant, pour qu'on atteigne ce développement à l'horizon 2035, on a besoin de la localité, on a besoin de la décentralisation effective. Vous allez voir, par exemple, quand vous parlez dans certaines localités, il y a certains, par exemple, certains qui n'ont pas de moyens. Comment ils doivent donc faire pour réaliser le projet? Ils sont obligés de se retourner vers le gouvernement. Le gouvernement, maintenant, doit donc réfléchir pour dire comment on peut donc trouver le moyen pour mettre en place, pour qu'aujourd'hui, les CTT soit autonome, indépendant et même durable pour répondre aux défis actuels. Vous allez voir par exemple, quand vous essayez de voir la circulaire du chef de l'État, il a signé le 23 octobre en ce qui concerne les directives pour préparer le budget de 2025. Sur le premier point, le chef de l'État a parlé de l'industrie, de l'industrie. Et maintenant, attendez, je suis en train d'arriver. Maintenant, pour qu'on parle de développement, pour avoir de l'industrie, pour avoir une industrie qui est crédible, pour avoir une industrie pour répondre à un problème de la population, il nous faut d'abord que les maires
les CTDE des pieds sur terre. Pour avoir donc les pieds sur terre, il faut maintenant les taxes. Maintenant, ça dérange maintenant. Pourquoi? Parce que certains disent que maintenant, pourquoi il faut seulement enlever dans le salaire des enseignants. Il faut noter ici que, bon, nous sommes dans un contexte, par exemple, nous sommes dans un contexte en ce qui concerne, on a signé un partenaire avec la FMI, la Banque mondiale, et maintenant, pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs, il faudrait que maintenant, ceux qui sont en charge de secteur de l'éducation s'associent ensemble pour dire comment on doit donc faire. On a vu le MINFI avec le MINDEV, ils ont mis sur pied un comité ministériel pour donc apporter des solutions, pour réfléchir avant de mettre sur pied d'abord le projet de loi. Quelles sont les réflexions qu'ils ont mis sur pied? C'est compris. Et cette réflexion que maintenant, aujourd'hui, on est en train d'examiner à l'Assemblée nationale, ça sera au Sénat et après le chef d'État va donner son aval. C'est compris. Serge Aimé, est-ce que, premier volet de ma question, il n'aurait pas fallu peut-être préparer les consciences parce qu'aujourd'hui, ces sons dissonants, ces plaidoyers qui fusent pour essayer tant bien que mal de stopper le passage de ce projet de loi-là, peut-être que c'est l'impréparation et le caractère abrupt et subit de ce projet de loi qui assomme un peu les Camerounais. Peut-être que si on leur avait bien expliqué les choses, par exemple à la session parlementaire dernière, ils auraient mieux compris la portée de ce projet portant réforme fiscale. Et deuxième question, on a donc ce projet de loi-là qui ne garantit au fond pas que les collectivités territoriales décentralisées pourront effectivement compter sur cet argent lorsqu'on connaît les mécanismes par lesquels la taxe sera récoltée, qu'on ne sait pas si effectivement l'école publique dans le cadre de ces démembrements territoriaux-là seront mis à niveau, les écoles mises à niveau, autant pour moi. Est-ce qu'il faut vraiment en attendre quelque chose, que ce n'est pas une belle arnaque au final? Bien, les deux questions se rejoignent. La première me permet davantage de comprendre que, justement, on n'a pas pris le temps de pouvoir constatiser l'élément social de manière à pouvoir comprendre le bien fondé ou bien un ensemble d'inconvénients qui peuvent survenir des différents projets de loi qui ont été déposés à l'Assemblée, au Parlement, notamment le projet de loi portant réforme de la fiscalité locale. Parce que, vous savez, c'est justement ce type de gouvernance à l'embuscade qui est toujours décrié dans la société camerounaise. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on veut toujours faire passer un projet de loi ou bien des différents textes comme lettre à la poste. La preuve en est que jusqu'à l'heure actuelle, il faut le dire, le projet de budget n'est pas encore déposé à l'Assemblée nationale. Je lisais encore ce matin la tribune qu'a commise Cabral Libi, le président national du PCRN, qui est député PCRN à l'Assemblée nationale, qui a justement décrit le fait que 13 jours après, on n'a toujours pas déposé le projet de budget 2025 pour justement débattre de fond en comble d'un ensemble d'articulations. Vous savez bien que depuis l'an dernier, il y avait justement ce front que les 16 députés de l'opposition avaient créé à l'Assemblée nationale pour décrier le retard qui est toujours constaté de manière récurrente aujourd'hui. Pour les mettre devant le fait. Voilà. Lorsque on accuse déjà 2 semaines de retard avant la fin de la session parlementaire pour déposer un projet de budget, ça pose un problème de fond. Il n'y a même pas de temps pour examiner de fond en comble la loi. Et aujourd'hui, si on se rend davantage compte qu'on n'arrive pas davantage à respecter une certaine méthodologie, parce qu'on aurait aimé, à la base, qui est justement l'association d'un ensemble de catégories de la société civile, des enseignants, des hommes politiques, des autres catégories socio-professionnelles pour justement débattre de fond en comble d'un ensemble d'articulations de ce projet de loi. Il y a aujourd'hui des catégories représentatives dans la société qui peuvent permettre justement de poser également leurs revendications, leurs doléances et leurs préoccupations par rapport à cela. Mais on se rend davantage compte que c'est à l'Assemblée nationale que l'on découvre cela et à quel moment, de manière tardive. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on regrette que l'on ne puisse pas justement associer un ensemble de corporations de la société tout entière pour débattre de fond en comble. Maintenant, par rapport à la seconde question, il faut aujourd'hui constater qu'il y a également ce qui est dénoncé aujourd'hui, à savoir qu'on dépose ce type de projet de loi sans même connaître véritablement un ensemble de documents explicatifs permettant de savoir comment l'argent des Camerounais sera ponctionné durant toute une année. Ou alors, comment se passera la reddition des comptes? Exactement. Parce qu'on indique justement, on dépose un tel projet de loi, mais on ne sait pas véritablement à quelle loi de finances on peut justement se référer, tant que jusqu'à l'heure actuelle, cette loi de finances n'est pas encore déposée au Parlement. On ne sait pas quels sont les éléments concrets sur le plan explicite qui nous permettent davantage de savoir que voilà la litanie d'un ensemble de variables sur lesquelles on va tabler
pour justement savoir comment l'argent des Camerounais sera justement ponctionné tout au long de l'année. Il y a cela. Il y a également aujourd'hui le fait que l'on se rend davantage compte qu'on impose un ensemble de déterminants dans ce projet de loi sans même que l'on puisse véritablement connaître quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui pourrait advenir. Parce que c'est quand on va arriver en 2025 que les différentes catégories sociales vont commencer à regretter les incidences d'un tel projet de loi. Parce qu'en réalité, chacun sera posté comme une espèce de personne qui est dos au mur. Et à partir du moment où vous êtes dos au mur, c'est la surenchère de la vie sociale qui est constatée. Ce sont des contre-coups de la vie socio-économique qui sont présentés. Ce sont des incidences sociales et économiques négatives qui sont également répertoriées. Et lorsque moi je suivais tout à l'heure Harris qui parlait justement de la lutte contre la corruption, avec en toile de fond ce qu'il a relevé dès le départ, il y a un problème de fond. Vous savez bien que tous ces épiphénomènes de lutte contre la corruption aujourd'hui n'ont pas davantage travaillé à ce que l'on puisse enrayer un ensemble de pratiques de malgouvernance, de prévarication, de détournement de fonds publics. Parce qu'aujourd'hui, il y a la réduction du train de vie de l'État qui a été davantage scandée dans les différents projets portant notamment sur la philosophie de la rigueur, la moralisation. Cette réduction du train de vie de l'État n'est toujours pas respectée. Parce qu'on aurait aimé qu'il y ait la construction des niches fiscales. Parce que si aujourd'hui, on n'arrive pas davantage à créer cet équilibrage entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement au Parlement, ça pose un problème de fond. Souvenez-vous que quand on regarde les dépenses de fonctionnement, c'est 70%, alors que les dépenses d'investissement, c'est 30%. C'est un hiatus qui est aujourd'hui décrié depuis des années. Encore qu'il y a des responsables d'établissements publics qui sont à 90% de dépenses de fonctionnement et à peine 5% de dépenses d'investissement, ce qui est incompréhensible. Charles René, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez en termes de plaidoyer et également, est-ce qu'il y aurait des chances qu'on s'achemine vers un autre mouvement OTS? Bien entendu, comme vous avez dit tout à l'heure, ne dessinons pas le diable sur le mur. Moi, je n'ai pas compris ça. Revendiquer, ce n'est pas dessiner le diable sur le mur. Et la fonction principale, voilà, c'est un droit légitime des travailleurs, tout à fait. Donc, ce n'est pas une façon de dessiner le diable sur le mur. Votre démarche n'est-elle pas un peu égoïste? Non. Parce que les employés du secteur privé également sont concernés par la taxe. Bien entendu, nous avons pris le taureau par les cornes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il faut lever une équivoque. C'est-à-dire que notre démarche ne dit... Nous ne voulons pas dire aux Camerounais que nous sommes contre la taxation. Nous ne sommes pas contre les impôts. Mes grands-parents, mon oncle me le disait d'ailleurs plusieurs fois lorsqu'on causait. Il me disait comment son père ou son grand-père payait les impôts à l'époque coloniale. On vous fouettait et on vous obligeait à le faire. On vous mettait même en prison si vous ne l'avez pas fait. Bon, ça a permis de construire la cité. Là, on est d'accord. Nous ne sommes pas contre l'imposition, non. Nous sommes contre l'utilisation des fonds. Comment est-ce que les amis de M. Harissou utilisent nos fonds? C'est ça le problème. Serge Bikoy tout à l'heure nous disait que le projet de loi des finances n'est pas encore déposé. Alors que l'article 57 du régime financier voilà, dit qu'il faut déposer ce projet-là 15 jours avant le début de la session parlementaire. Et ce n'est pas toujours fait. Mais au-delà de ça, au-delà des projets, au-delà des réformes, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Harissou, qu'il y a des gens qui font toujours l'amour quand il y a des réformes. Mais au-delà des réformes, comment est-ce que l'argent des Camerounais est utilisé? C'est ça le problème. Parce que 15 jours qu'on dit là, avant le début de la session parlementaire, c'est avec l'explication de ce qui a été fait sur le budget précédent. Comment est-ce que le budget précédent a été utilisé, a été opérationnalisé sur le terrain? Quelles sont les notes explicatives de telle dépense, de telle autre, ainsi de suite? On verra cela certainement dans une autre édition. Vous comprenez clairement. Vous avez la parole pour poser vos problèmes. Qu'est-ce que vous réclamez à cet instant? Non, nous réclamons la non-adoption, le rejet pur et simple de cette loi sur la fiscalité locale, qu'on n'appauvrisse plus assez les fonctionnaires. Et ce n'est pas seulement les enseignants, il y a les infirmiers, il y a les médecins, il y a les autres secteurs
de la vie socio-économique de notre pays qui seront impactés par cette baisse salariale. Oui. Donc nous avons pris le taureau par les cornes pour essayer de représenter de manière particulière les enseignants dans cette lutte-là, mais aussi de manière générale l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Donc, nous demandons le rejet pur et simple de cette loi sur la fiscalité locale, notamment la taxation sur les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Et si, au niveau de l'Assemblée nationale, comme les députés RDPC sont majoritaires et qu'ils respectent toujours la discipline du parti et que les travaux préparatoires de ce projet ont été menés par le Premier ministre, chef du gouvernement, nous serions surpris agréablement qu'ils refusent ça. Donc nous et que disons, se passerait-il si jamais la loi, le projet finit par passer? Oui, si ça finit par passer à l'Assemblée nationale, nous avons également écrit au Sénat, au président du Sénat. Est-ce que le Sénat pourra rejeter? Nous l'espérons. Mais si ça passe, si au niveau du Sénat ça passe, nous appelons le président de la République, de faire comme il l'a fait avec la loi sur la taxation téléphonique et autres, qu'il rejette, qu'il marque son désaccord, parce que c'est un projet de loi qui va appauvrir encore beaucoup plus les masses. Donc pas de OTS en vue? Non, si au-delà de ça, rien n'est fait, nous réservons le droit de mener les actions légales qui concernent la lutte syndicale pour essayer de dire notre non. Oui. Notre non catégorique à ce projet d'appauvrissement et de clochardisation de l'enseignant dans sa particularité et du fonctionnaire et agent de l'État dans sa globalité. Arissou, vous ne ressentez pas peut-être cette frayeur, cette pression que les différentes catégories sociales qui se plaignent de ce projet de loi sont en train de mettre? Est-ce qu'il, pour vous, c'est juste, comme on dit de façon triviale, les pleurs du mbolé, ou alors ils se plaignent un peu trop? Non, madame, ils sont dans leur rôle. Oui. Le syndicat est dans son rôle. À chaque fois, s'ils observent, par exemple, un petit, comment on peut dire, un petit débordement, ils peuvent maintenant monter au créneau pour crier. Et maintenant, moi, je m'attendais à ce que le président du syndicat qui est ici fasse une proposition. Qu'est-ce que vous proposez? On en vient. Ok, d'accord. Maintenant, donc, quand vous allez voir même dans sa prise de parole, il est incapable, comment il peut dire, de bien expliquer le fond de sa lettre. Et maintenant... Mais il l'a dit, soyons pas de mauvaise foi. Ok, d'accord. Maintenant, à chaque fois, il parle de l'obésité du RDPC à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si ça lui dérange. Vous sentez non, c'est de son droit, c'est son observation. Mais quand il dit obésité... Non, je suis d'accord. Mais quand il parle de l'obésité, il faudrait qu'il explique bien l'obésité. Maintenant, quand on parle de la majorité à l'Assemblée nationale, les députés, ils sont passés par le vote. Oui. Et par le vote, ils ont été investis par un parti politique. Ils ont respecté tous les processus. Ils sont à l'Assemblée nationale. Et j'ai dit ici, dès l'entendre de mes propos, que les députés portent donc la voix du peuple. Maintenant, donc, si ce projet de loi cause donc un problème, les députés, en examinant en fond, ils vont donc prendre des remarques pour apporter acquis des droits. Parce que à l'entame même de ce projet de loi, le ministre des Finances est allé à l'Assemblée nationale devant la commission des finances pour présenter de manière générale le projet de loi sur la fiscalité locale. Et maintenant, donc, pourquoi ça dérange les uns et les autres? Ça a été toujours comme ça. Dès qu'on parle d'une réforme, les gens sont réticents au changement. Ils sont habitués à telle chose, à telle chose. Or, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure. Quand on dit passer à une vitesse supérieure, nous avons besoin de développer ces pays. On a besoin de travailler maintenant. Pour qu'on développe ces pays, on doit aller maintenant chercher l'argent partout. Et maintenant, on va donc trouver l'argent où il faudrait que maintenant, le CTD qui bientôt auront du pouvoir, parce que vous allez voir, j'aime toujours prendre l'exemple. Qui bientôt auront du pouvoir? Non. Ils ne l'ont pas encore. Bon, ils ont le pouvoir, ils auront plus de pouvoir, parce que si tu as le pouvoir, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas le moyen pour réaliser le projet. Est-ce que ce n'est pas un projet de loi de plus justement pour vendre la chèvre mais tenir la corde? Non, madame, ça c'est votre pensée, mais quand vous essayez de voir de manière générale, je vous ai dit que c'est un bon projet de loi. Non, oui, au CTD, c'est un bon projet de loi, et dès que maintenant
ça sera en exergue après l'année prochaine, vous allez voir le changement quotidien parce que tout ce qu'on est en train de faire, il faudrait que la population lambda ressente qu'il y a un changement. Par exemple, si moi je suis dans un village, il faudrait que dans mon village, je ressente que par exemple, en ce qui concerne sur le plan éducatif, il y a un changement, sur le plan de la santé, il y a un changement. Donc dans tous les secteurs, il faudrait que maintenant la population ressente que non, les choses sont en train de changer. Mais avant de ressentir le changement, il faut déjà être d'accord. On ne peut pas prendre des décisions pour vous, sans vous. Je suis en train de vous dire que les députés portent la voix du peuple. Dès que les députés disent « OK », nous, par exemple, ils nous représentent à l'Assemblée nationale. Ils se soucient de la population parce que c'est nous qui les avons élus. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont nous revenir vers nous. Donc, c'est pour vous dire que nous avons confiance à ces députés, nous avons confiance au gouvernement, nous avons confiance à notre président de la République parce qu'en 2018, il a reçu le suffrage du peuple camerounais. Et maintenant, l'année prochaine, nous avançons vers une élection présidentielle. Maintenant, si vous allez voir d'ici peu du temps avec la mouvance, les élections, et ainsi de suite, si ce projet de loi cause problème, la population va donner leur point de vue pour dire que non, vous avez voté tel projet de loi, nous on n'est pas d'accord, ainsi de suite. Mais de manière générale, quand j'essaie d'échanger avec des Camerounais, les citoyens, ils ont bien accueilli ce projet de loi avec deux mains et on souhaite que vraiment ça soit adopté du côté du Parlement et que le chef de l'État le promulgue. Difficile à croire quand même au vu des plaintes qui continuent de s'empiler à la suite du dépôt de ce projet de loi. Serge Aimé, le mot de la fin, est-ce que face à ces plaintes-là, on pourrait s'acheminer vers un risque de fracture sociale? Tout dépend de la façon dont le projet de loi sera soit amendé, soit adopté. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut noter que les syndicalistes appellent au rejet de ce projet de loi, parce qu'en réalité, on relève beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, notamment en ce qui concerne la situation. On ne peut pas passer à la vitesse supérieure, comme disait tout à l'heure Harris, parce qu'en réalité, il faut d'abord respecter une méthodologie précise avant de débattre d'un tel projet de loi. Si aujourd'hui, on constate manifestement que le projet de budget n'a pas été déposé à l'Assemblée nationale, alors qu'on n'a même pas respecté les 15 jours pour le dépôt justement de ce projet, en référence à l'article 57 portant régime financier de l'État, ça pose un problème de fond. Si aujourd'hui on n'arrive pas davantage à présenter la nomenclature d'un ensemble d'indicateurs explicatifs permettant de savoir véritablement comment l'argent des catégories sociales sera véritablement ponctionné chaque année, ça pose un problème de fond. Si aujourd'hui on n'arrive pas davantage à créer des cadres de dialogue discursif, à tel enseigne que l'on puisse associer l'ensemble des corporations, des enseignants, des hommes politiques, des catégories de la société civile, de même que d'autres catégories non des moindres, pour justement débattre de fond en comble d'un ensemble de réalités qui concernent la population au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui pose sur l'avenir, voire sur le devenir du Cameroun. On ne peut pas passer à une vitesse supérieure alors qu'en réalité, il y a des éléments préalables sur le plan méthodologique qui n'ont pas été respectés. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il va falloir également réfléchir sur un ensemble de problématiques que les enseignants ont toujours posées. Vous savez bien que les enseignants attendent par exemple le Forum national de l'éducation pour véritablement poser les bases ou bien les nouveaux jalons pour la refonte du système éducatif camerounais, mais ça n'a pas toujours eu lieu. Alors que ça fait partie également de ces revendications qui sont posées depuis des années. Il y a par exemple le statut spécial de l'enseignant qui n'est toujours pas appliqué aujourd'hui. Lorsque l'on voit ces différents problèmes-là, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'éducation est abandonnée. Est-ce que l'éducation constitue toujours la priorité du gouvernement camerounais? C'est la question de fond que nous nous posons. Lorsque les enseignants sont toujours en train de monter au créneau pour exposer leur misère ambiante, leur problématique sociale, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'éducation camerounaise qui est carrément abandonnée. Et ça pose, c'est l'éducation qui est le fondement de toute société. Aujourd'hui, personne ne peut accéder à une éducation normale, crédible, responsable, sans véritablement passer par le corps enseignant, l'éducation de base, les enseignements secondaires, l'enseignement supérieur. Si aujourd'hui on abandonne l'éducation, ça veut dire que c'est toute la société camerounaise qui est mise en péril, parce qu'en réalité, c'est le fondement, c'est le cœur du fondement de la refondation de la société qui aspire véritablement au progrès social. Charles René, vous avez le mot de la fin, peut-être des suggestions à nos représentants du côté du Parlement qui sont en train d'étudier ce projet de loi-là. Oui, déjà, moi, je voudrais dire à mon frère Harissou que moi, je fais pas... Est-ce que ça vous arrangerait que, par exemple, les frais relatifs à la taxe soient revus à la baisse? Non, ce serait un bon compromis? Que les frais soient simplement annulés, tout simplement. Serge Aimé Bikoé a parlé tout à l'heure d'amendement. On pourrait amender ce projet en rejetant certains de ces aspects.
notamment ceux-là qui touchent, qui impactent négativement sur la vie sociale des classes sociales défavorisées. Donc, nous appelons tout simplement au rejet à ce niveau-là. Mais maintenant, les propositions, je les ai faites tout à l'heure. Moi, j'ai parlé du train de vie de l'État qui doit être revu à la baisse. J'ai parlé de la lutte effective contre la corruption, la lutte pertinente, pas celle qui est menée par la CONA, la NIF et autres. Parce que c'est des structures, Serge l'a dit tout à l'heure, dont la lutte au niveau de ces structures-là est restée complètement inopérante, complètement non pertinente. Surtout que ces structures n'ont pas un pouvoir coercitif. Coercitif, voilà. Voilà, ils n'ont pas un pouvoir. Leur démarche ou alors leurs investigations sont toujours soumises, voilà, à l'appréciation de l'autorité politique. Voilà. Ouais, c'est le politique qui décide de l'opportunité des poursuites pour tel ou pour tel autre. Et vous savez très pertinemment que ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on voit les sommes faramineuses qui sont détournées. Donc, c'est des pistes de solutions qu'on peut exploiter pour essayer de faire face au projet de financement des activités des collectivités territoriales décentralisées. Merci. Mais je voudrais juste dire à mon frère, moi je n'ai pas de problème avec l'obésité du RDP. Si ça pouvait apporter un plus au panier de la ménagère, je n'aurais aucun problème. Donc c'est un problème de gouvernance. Je pose juste le problème. Des problèmes de gouvernance. Espérons que que cela n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Merci Charles-René Kung d'être passé sur ce plateau pour porter la voix des enseignants face à ce projet de réforme fiscale. Merci à vous, Serge-Aimé Bikoy, journaliste politique, également sociologue de développement, d'avoir essayé de faire une lecture sur ces sons dissonants qui fusent à la suite du dépôt de ce projet de loi. Arissou également, merci d'être passé par ici, également pour les mots gentils à l'endroit du top management de Canal 2 International. Le PDG, j'imagine, vous dit également merci par ma voix. Merci à vous qui êtes à la maison de nous avoir suivis. On n'oublie pas les Camerounais de la diaspora, tous les pays, Italie, qui nous suivent partout et qui nous le font savoir sur nos plateformes digitales. L'émission est en replay sur YouTube, mais également sur l'application ToPlay que vous pouvez télécharger sur Play Store. Un coucou à vous. Restez surtout en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. À suivre de la réclame et juste après, rendez-vous ferme, le 19h50 présenté par Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir et à demain.